Bienvenue au 8e épisode de Zoothérapeutiquement atypique. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un petit peu, j'ai le goût de dire, tabou. Ah, c'est vrai que c'est tabou. Mais moi, j'aime ça. Moi c'est un sujet qui me qui vient nous chercher. C'est un sujet qui est vraiment pertinent, qui vient me chercher, j'aime ça de plus en plus, en fait. Et on va parler du deuil. En zoothérapie, autant qu'on vit, nous, du deuil, que nos clients vivent du deuil, mais autant qu'on partage des moments dans un processus de deuil au cours d'une intervention. Fait qu'aujourd'hui, on aborde vraiment deux sujets qui sont pareils, mais on va décortiquer, vraiment. Et là, on va commencer par aborder le deuil animalier. Perdre un animal, perdre son chat de compagnie, son chien de compagnie qu'on a depuis... peut-être 10, 12 ans et plus même. Oui. Là, il y a des chats qui peuvent vivre jusqu'à pratiquement 20 ans. Là. Et là, je vais juste dire, ça se peut que le deuil, tu le vives aussi pour un animal que tu as vu peut-être 2, 3 fois. Moi, je fais des Zooms depuis 5 ans avec la Corporation de l'Espoir, un organisme communautaire de Montréal, et j'ai vécu, en fait, le deuil. Un deuil animalier, mais en Zoom. La personne était triste parce que le rat était mort, mais le rat, elle ne l'avait jamais vu, jamais touché. Bien, elle l'avait vu. 2 Sur fois d'1 heure dans un Zoom. C'est tout. Donc, le deuil, il n'est pas à banaliser, en fait. C'est vraiment un sujet, comme tu disais, tabou, que les gens n'osent pas trop discuter. Mais nous, en intervention, on rentre dedans, puis on ouvre la porte. On ouvre la porte parce que c'est un sujet qu'on considère vraiment plus qu'important. Puis je vais faire du pouce sur l'exemple que tu viens de nommer. Cette semaine, on a eu une rencontre justement virtuelle avec ce groupe-là, en fait, qu'on animait une intervention. Puis je reprenais l'intervention seule pour la première fois. Puis tout de suite, un participant, en fait, qui n'était pas là au dernier cours, me mentionne qu'il a perdu un animal cet été. Donc là, on aborde un petit peu. C'était un proche. Oui, c'est ça. C'est un proche, en fait, qui est décédé. Puis c'est ça. On aborde vraiment tout le sujet du deuil, comment qu'on peut le traverser. Puis cette personne-là, en fait, nous a écrit personnellement, qui a été chercher des ressources directement pour comment mieux vivre son deuil, parce qu'on en avait déjà d'emblée parlé. Parce qu'il y a des moyens, il y a une façon de faire. Oui. Quand on ne sait pas, il y a des professionnels, il y a des organismes, il y a des outils incroyables sur Internet. Il y a des livres, des podcasts à aller chercher de l'information quand on vit un deuil. Tu parlais tantôt, j'aime bien, parce que le deuil ne se vit pas nécessairement juste avec un animal ou avec un être humain. Ça peut se vivre aussi face à un objet, un emploi aussi, peut-être une école où est-ce qu'on avait des amis, on doit changer d'école. C'est comme plein de petits deuils. C'est pas forcément la fin de la vie d'un animal ou d'une personne, mais ça peut aussi être la perte de... Il y a une coupure, un changement. Exactement. Drastique, où est-ce qu'on perd nos repères. Oui. On devient déstabilisé, en fait, par ce qui se passe. Savais-tu que selon une étude qui a été faite du RSPCA au Royaume-Uni, 60% des gens considèrent que leur animal, leur chien, fait partie intégrale comme un membre de la famille. Donc, le deuil, quand ces gens-là perdent ces animaux-là, bien, ils perdent un ami, un partenaire, une personne à qui se confier peut-être en marchant, qui nous permettent de parler à des gens. Donc, ils viennent perdre, eux autres aussi, un repère. Il y a également 75% des gens qui ont perdu un animal qui, eux, disent avoir anticipé, en fait, la perte de cet animal-là. Donc, ils ont déjà, comme avant qu'il meure, ils pleuraient déjà. Ils ont remarqué des symptômes mentaux, mais des symptômes physiques aussi du deuil. Oui. La perte d'appétit, perte de sommeil, difficulté de faire des activités qu'on aime. J'allais dire l'horaire de travail, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On va être davantage porté à s'isoler, peut-être, quand on vit un deuil, autant chez l'humain qu'animalier, finalement. Oui. Et en fait, pour nous qui travaillons avec ces animaux-là, bien, on voit beaucoup de professionnels, en fait, perdre leur
animaux partenaires d'intervention zoothérapie et vivre un deuil, une dépression, devoir arrêter de travailler pour un court laps de temps, en fait, parce que c'est difficile de passer à travers cette étape-là de leur vie. Parce que, mettons, comme même moi, là, hein? Willy, il prend de l'âge là, quand même, notre petit partenaire à 11 ans. Là. On commence déjà à penser à va peut-être falloir, oui, on a idée fixe qui peut prendre la relève, mais il va me falloir un troisième chien. Willy, c'est mon chien qui vient me coller avant de me coucher. C'est mon chien qui me lèche toujours quand j'ai de la peine. Je suis déjà en train de me dire, mais quel autre de mes chiens va combler ça? Ouais. Il n'y en a pas. Fait que, tu sais, c'est pas à banaliser. Fait qu'on considère qu'une personne qui travaille avec son chien, ben c'est comme un double deuil, en fait, que cette personne-là va vivre. Puis, rare, et, tu sais, je veux dire, on voit des gens qui peuvent se rendre jusqu'au suicide, faire des tentatives, vouloir... c'est ça, parce que leur animal est toute leur vie, finalement. C'est ça. Bien, on va parler un petit peu plus dans les étapes du deuil. Oui. Mais c'est là qu'on se rend compte, finalement, que nos habitudes qu'on avait avec l'animal, hein, nous, ça... Ben, on en a vécu beaucoup. Ça porte là, tout nous son aussi. sens, oui. Donc, le fait que, bon, l'animal se couchait toujours au même endroit, oh, là, il n'est plus là, il ne sera plus jamais là, finalement. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est impossible. Donc, c'est de faire vivre, finalement, ces moments-là par rapport aux bons souvenirs qu'on a avec eux. Oui, c'est de les faire vivre encore, les souvenirs. J'aimerais qu'on parle aussi des outils et des approches là, pratiques qu'on conseille aux gens, mais ça en fait partie de continuer à laisser des fois des empreintes à différentes places, laisser une couverture, un jouet, laisser un petit peu pour nous laisser le temps aussi à nous de comprendre puis d'accueillir, en fait, cette perte-là. Oui. Comme des petits rituels. Là. Exact. Ouais. J'aimerais mentionner, faire du pouce, en fait, sur qu'est-ce que tu as dit un petit peu plus tôt, là, lorsqu'on perd un animal partenaire en zoothérapie. Ouais. Récemment, il y a eu Big, mon cochon d'Inde, en fait, qui est décédé. Puis, quelques mois après, je pense que c'était presque 6 mois après, une dame nous offre un cochon d'Inde que j'apporte à la maison, que je récupère. Puis, c'est quand même particulier de devoir développer, en fait, un nouveau lien avec cet animal-là. C'est comme... Je trouve que c'est particulier. C'est comme de développer une nouvelle connexion dans ton approche quand tu étais tellement habitué avec ton animal. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il n'y aura pas la même personnalité, la même attitude, les mêmes comportements, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. C'est comme remplacer ton père, remplacer ta mère, remplacer ton ami, ta collègue. Ce sera jamais pareil, finalement. C'est pas pareil. C'est une autre personne. C'est une autre entité à part entière. On ne remplace pas. Fait que les gens vont vivre les étapes du deuil, le déni. La colère. On parle de la négociation. Ou est-ce qu'on essaie marchandage, oui, c'est ça. On essaie de se demander, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus si... Pour pas que ça l'arrive. Qu'est-ce que j'aurais pu prévenir? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'il vive plus longtemps? On va souvent entendre des phrases comme « si seulement j'avais fait ci, si seulement j'avais fait ça ». Peut-être que la finalité n'aurait pas été comme ça, finalement. Il y en a qui vont s'en vouloir parce que des fois, c'est à cause d'eux autres. Tu sais, mettons, je pense à quelqu'un qui a échappé la laisse, son chien est parti, le chien s'est fait frapper. Il y a une part de responsabilité derrière tout ça et les gens se sentent responsables. Ils se mettent une grosse charge sur les épaules et c'est ça qu'on doit venir apaiser, en fait. Venir dire oui, on comprend, mais... C'est un processus encore là. Oui. Puis après le marchandage, tout ce questionnement-là, bien, vient la tristesse. On va accepter que c'est comme ça, puis que ça le sera toujours, finalement. On va un petit peu se réhabituer, justement. Tout à l'heure, je parlais des habitudes. Où est-ce que, bon, peut-être que mon chat se couchait toujours à cet endroit-là. Peut-être qu'il venait toujours avec moi au team le matin pour aller chercher un biscuit, tu sais. C'est toutes des habitudes de vie dans notre quotidien, en fait, qu'on finit un petit peu par accepter
qu'il ne soit plus dans notre quotidien, finalement. Exactement. On développe aussi beaucoup des mécanismes d'adaptation. Quand on ne connaît pas puis qu'on n'a pas nécessairement les ressources, il y en a qui développent des mécanismes d'adaptation toutes seules. Oui. Justement, ils vont écrire des lettres, vouloir dire un dernier mot à l'animal. C'est comme toutes des façons de faire que les gens, par eux-mêmes, parfois, vont développer et que nous, on va conseiller comme intervenants aussi de faire. Mm-hmm. Tout à fait. Puis, ben, j'aimerais mentionner que dans ces étapes-là, c'est pas toujours linéaire. On vivra peut-être pas toujours ça de façon linéaire, comme le déni, la colère, le marchandage. Parfois, on va se promener un petit peu dans les étapes selon notre état émotionnel, selon la relation qu'on avait développée avec l'animal. Puis ça veut pas dire que parce que tu es rendu à l'étape de l'acceptation que tu vas l'être pour toujours. Mm-hmm. OK? Il y a des moments où est-ce que les gens vont te poser des questions, vont venir... Ça va te ramener dans ces souvenirs-là. Puis ça va venir chercher quelque chose, bien, tu vas peut-être revenir dans la tristesse, revenir dans le... Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça l'arrive, tu sais? C'est normal. Et moi, je prends juste comme... tu sais, mettons, moi aussi, j'ai vécu une grosse perte cette dernière année. Ben, pas cette dernière année, il y a quasiment 2 ans bientôt. Mon cheval Tournesol, un an et demi. Tournesol, ça a quand même pris 1 an avant que je décide de remonter à cheval. Il est décédé subitement à 12 ans dans le champ, je l'ai trouvé. J'ai vécu un choc. Je suis arrivée, mon cheval est décédé, il est mort dans le champ et j'ai couru comme une folle. Crié, braillé, man, je savais plus quoi faire. Et là, la crise de panique qui embarque, là. Puis là, il n'y a plus rien autour. Et là, débarquer dans le bureau de mon ex et dire, même s'il y avait un client, moi, j'étais désorganisée. J'avais besoin d'aide à ce moment-là. Puis je savais plus quoi faire, tu sais. Puis ma mère est montée, ma grand-mère. Ça a été toute une journée, qu'un processus. Tu sais, je veux dire, quand un cheval décède de cette grosseur-là, c'est le troc qui vient le chercher, là. Puis qu'il l'amène, tu sais, comme... C'est pas... on peut l'enterrer... Ben, c'est ça. Illégalement, on peut pas enterrer des chevaux et des animaux de ferme chez soi. Mais, je veux dire, le rêve de tous les gens qui ont des chevaux, d'enterrer leurs chevaux chez eux, bien, ça, c'était pas possible. Fait que tout de vivre ce processus-là, un peu comme un enterrement. Mais j'ai trouvé ça dur parce que là, c'est pas genre, t'envoies... le cheval, tu l'enterres, puis il y a des belles fleurs, puis tout. C'est que le container d'animaux morts, il vient le chercher, puis tu vois le towing le tirer. Là. Fait que tout ça, ça a été difficile. Ça a été difficile aussi pour les enfants, en fait, qui ont connu ce cheval-là du camp aussi. Le deuil, moi, j'avais coupé toute la crinière, toute la queue. C'était très symbolique. Je veux faire des bracelets, je veux faire des bijoux avec, je veux être capable d'en vendre puis de donner, offrir cette connexion, ce souvenir-là qu'il y avait ce cheval-là à plusieurs personnes. Et il y a des enfants, moi, j'avais pas été capable de simplement me la laver, sa crinière, là. J'étais tellement... Puis encore là, je l'ai même pas lavé, elle est encore dans un sac Ziploc, quelque part dans des bacs. Puis tu sais, va venir le moment un jour où je vais reprendre, tu sais, comme... ce projet-là. Et j'ai des jeunes qui avaient trouvé au camp cette motte de cheveux-là, tu sais, de crinière-là. Et je l'avais caché, tu sais, c'était pas... et le petit gars qui avait trouvé ça, tout de suite de dire « c'est à qui ça? C'est à Tournesol, tu sais. » Et là, ben, on peut pas cacher ces affaires-là. Quand une personne vit un deuil, ça sert à rien de le cacher. L'autre personne aussi a un deuil possiblement à faire par rapport à ça. Puis tu peux pas lui empêcher de le faire. Fait que j'y ai dit, tu sais, comme dans toute ma grâce, que ben c'est ça, que c'était oui à Tournesol. Et l'enfant, tout de suite, a dit « mais moi, j'en veux un bout. » Et là, tu sais, de lui-même a ouvert le sac. Puis là, j'ai dit « attends un petit peu, on va faire ça différemment. » Et là, parce que tout était entremêlé, mais l'enfant est reparti avec un bout de la crinière du cheval. Puis pour lui, c'est très significatif. C'est un repère, c'est des souvenirs qu'il va chérir, puis possiblement qui vont l'aider à traverser différentes difficultés qu'il va vivre, là. Tout à fait. Bien, dans les techniques, les moyens plus pour faire face au deuil, justement, on va parler un petit peu du côté
artistique. Oui. Où est-ce que, bon, tu as nommé d'écrire une lettre. Ouais. Ça, c'est vraiment génial. Moi-même, j'utilise beaucoup ce truc-là. Aussi faire des dessins coloriés, peut-être. C'est ça que j'allais dire. Sur les chevaux, on fait ça beaucoup avec le deuil, de colorier, dessiner sur les animaux, sur les chevaux ou avec les animaux. Oui, tout à fait. On va parler colorier, peinturer, justement, ou même parfois sculpter des choses. Oui. Ça peut nous aider. Donc, avec des fleurs, des affaires comme ça. Tellement. On avait fait, au niveau du processus de deuil, au camp, on a un petit chat qui était décédé. Oui. Puis, en fait, les jeunes, ils s'en étaient occupés quand même pendant 2-3 jours. Puis quand le petit chat est décédé, tout le monde s'est senti responsable, en fait. Puis, quand je l'ai trouvé, je voulais pas comme... pas m'en débarrasser, mais je voulais pas comme le faire disparaître, puis que les jeunes ne savent pas où il était, puis que je leur dise tout simplement qu'il était mort, puis que c'était fini. Ouais. Il avait quand même pris comme une part de responsabilité envers cet animal-là. Puis on a décidé de, pour justement le processus de deuil, un peu de faire un rituel, de lui trouver des roches, de peinturer des roches pour des pierres tombales. On l'a creusé, on a fait une boîte, on a mis le petit chat, on a mis des fleurs. Les enfants ont tout fait ça par eux-mêmes. Ils ont créé leur propre rituel. Puis cet emplacement-là, qui ont enterré le petit chat, puis qui ont décoré avec les pierres et ils ont mis une bûche, on avait imprimé une photo et tout. À chaque fois qu'il arrivait un moment où est-ce qu'un enfant se sentait pas bien, c'est devenu comme un repère. L'enfant disait, moi, je m'en vais dans la forêt, j'ai besoin d'être seul. On avait mis un petit banc à côté et les enfants allaient là. Puis c'était comme un îlot de soleil, là, à travers comme la forêt de conifères, là. Et les enfants, c'était leur repère. Et possiblement que oui, ils allaient parler, ils allaient comme, tu sais, évacuer, se confier là. Puis c'est important en tant qu'adulte d'avoir ces repères-là puis ces moyens de le faire. Parfois, on le fait avec des pierres tombales pour un être humain, mais pourquoi pas le faire pour un animal aussi, finalement? Puis ce qui est important, c'est de se dire que souvent, cet animal-là va avoir été présent dans une période de la vie qui a été marquante aussi. Ouais. Je prends exemple, moi, j'ai eu une chienne durant mon enfance. J'avais 6-7 ans. Elle est décédée à 16 ans et demi quand même. Ça fait peut-être 2 ans. Ça va faire 2 ans cette année qu'elle est décédée. Donc, cette chienne-là, elle avait vraiment fait partie de toute mon éducation, de quand j'étais enfant. Elle a traversé l'adolescence avec moi. J'ai encore des photos d'elle dans ma voiture, ma première voiture que j'avais eue, je l'avais embarquée avec moi aussi. Fait que c'est des animaux qui sont là vraiment dans les périodes de nos vies qui sont importantes, qui sont marquantes finalement. Savais-tu que, tu sais, chez les enfants, ça peut apporter une grosse détresse psychologique, mentale? Puis sur comme plus que 3 ans. Là. Oui. Il y a des gens qui restent vraiment comme... C'est vraiment toute leur vie. Ils sont marqués par ça. Puis ils vivent difficilement le processus de deuil. Puis dans ce temps-là, on voit des répercussions à l'école, dans la famille, les amis. Tout le cercle social, finalement, en est chamboulé. Et de là, de se repérer avec un cercle social, d'aller chercher de l'aide via des groupes qui existent de deuil ou via un intervenant, un professionnel à l'école, un professionnel... il y a tous des milieux quelque part où est-ce qu'il y a des intervenants qui travaillent au niveau du deuil dans toutes les villes, peut-être les MRC, je dirais. Ouais. C'est d'aller se référer à des gens. Il y a des groupes sociaux sur les réseaux sociaux maintenant aussi. Oui, c'est ce que j'avais pensé. Il y a des livres qui existent qui partagent des histoires incroyables, en fait, sur des faits vécus où est-ce qu'on peut se rattacher puis vivre avec eux puis passer aussi notre deuil puis de l'accepter finalement. Parce qu'on ne se le cachera pas que le deuil animalier va souvent être minimisé dans l'importance de la vie d'une personne. Donc, je vais prendre l'exemple. C'est quand même un sujet qui demande beaucoup d'exemples, je pense. Oui, c'est correct qu'on en parle parce qu'on en parle presque jamais. Fait que, je trouve que de plus en plus, c'est un sujet qu'on devrait ouvrir puis qu'on veut ouvrir, comme partir des programmes justement de ça ou des groupes pour aborder le deuil animalier parce qu'on sait que c'est présent, on sait que c'est un besoin qui existe. Puis le Centre L'Empreinte du Bonheur est là pour justement être empreinte du bonheur puis vous apporter les outils nécessaires. Et la douceur. Et la douceur qu'il faut, Puis, si je reviens sur l'exemple, justement, j'ai un ami qui
une journée de la semaine, son vieil ami, son chien de 12 ans, en fait, le chien familial de sa famille, est décédé. Il se rend au travail, pas capable de travailler. Autant qu'un superviseur vient le voir dire « Ben voyons que tu t'en vas parce que ton chien est mort. Voyons, c'est un chien, c'est pas grave. » Versus son autre supérieur qui lui a dit « Regarde, va-t'en chez vous, je sais ce que c'est loin d'être facile, va-t'en, quitte. » Ouais, c'est ça. Ça dépend toujours de la personne. Les gens qui ont eu des relations, qui ont peut-être vécu des moments moins agréables ou qui n'ont pas forcément cet attachement-là. Bien, je te le dirais, c'est ça. C'est au niveau de l'intensité de la douleur. L'intensité de la douleur va dépendre de à quel point tu considères ton chien ou ton animal comme un membre de la famille à part entière. Tout à fait. Fait que plus ton attachement puis ton importance de ton animal dans ton réseau familial est élevé, bien, plus, dans le fond, l'intensité de la douleur va être présente. Fait que ça, c'est vraiment à prendre en considération. Hein. Totalement. Ouais. Ah oui. Donc, au niveau de l'attachement, au niveau le deuil qui va se faire plus profondément, mais également qui va perdurer peut-être dans le temps aussi, de là d'aller chercher rapidement des ressources et des moyens. J'ai vécu aussi un premier deuil, moi, quand j'étais enfant, avec un animal, et je m'en suis voulu, puis je m'en veux encore. Moi, j'étais une amoureuse des animaux, je vous le cacherai pas. J'avais trouvé un petit œuf par terre, dehors, dans la forêt, et ben il était tout seul, probablement qu'il était tombé, et j'avais décidé de l'apporter chez moi. Je l'ai gardé plusieurs jours chez moi. Puis là, je l'avais mis sous une affaire, puis mes parents ne le savaient pas, personne ne le savait. Okay? Et bien, ce petit œuf-là, je m'en étais occupée. Un jour, j'ai voulu l'apporter à l'école pour montrer à mes amis, fait que j'ai mis le petit œuf dans ma poche. J'ai pris l'autobus scolaire et moi, tu sais, j'étais toute excitée d'aller à l'école, d'avoir... Puis j'avais oublié dans mon TDAH que j'avais un petit œuf dans ma poche. Et c'est quand je suis arrivée aux toilettes, parce qu'à un moment donné, je trouvais que c'était dégueu dans ma poche. Et là, je me suis rappelée, quand je suis arrivée aux toilettes et que j'ai sorti ça, il y avait un petit bébé, dans le fond, oiseau à l'intérieur, tu sais, qui était mort finalement parce que le petit œuf, il avait brisé, tu sais. Ouais. Mon Dieu, que je m'en suis voulu toute ma vie d'avoir finalement pris la vie d'un petit animal comme ça. Fait que, tu sais, le deuil peut être banal comme ça, puis perdurer dans le temps. Un enfant qui tue un animal soit-il, puis qui finalement a la conscience que crime, ben j'aurais pas dû, puis je viens de brimer quelque chose, finalement, la vie. Là. Voilà. Il y a beaucoup d'outils. On en parle, on en a numéré, mais j'aime beaucoup le journal des souvenirs, tu sais, des photos, oui, moi aussi. des albums, des rituels, d'avoir encore, de dire, ben je mets la même toune ou j'hurle des fois à la lune avec mon petit chien Willy parce que, mon petit chien Willy était tellement heureux quand de se permettre encore ces souvenirs-là puis de les transformer en de la joie, finalement. Puis on va souvent parler, on va voir souvent, en fait, les gens qui vont garder soit le collier de leur chien, la médaille, les biscuits préférés. Puis je vois beaucoup aussi là, des gens qui transforment ça vraiment en création. Il y a des cendres Il y a des cendres aussi qu'ils vont pouvoir garder. Souvent, les gens vont vraiment le transformer en création. Ils vont faire des tableaux qui vont afficher au mur, garder quand même l'esprit du chien avec une petite photo dans la maison. Donc ça aussi, là, comme un rituel de commémoration. Oui, c'est ça. Ben, planter un arbre aussi, hein, que ce soit planter un arbre pour un être humain, mais pourquoi pas planter un arbre pour un animal aussi. Donc, sur notre terrain, que ce soit une fleur, un arbre, un petit arbuste, quelque chose, ça peut être une symbolique aussi comme ça, d'installer quelque chose à la fenêtre, une pierre, ou on voit souvent à cette heure les gens qui décorent des pierres, justement, avec... de la peinture, des crayons faits pour ça, on peut faire ça. De continuer à entretenir un petit peu ce lien-là, cette connexion-là, puis la faire perdurer dans le temps. Puis je vous dis pas sur un 3 ans, parce qu'à un moment donné, il faut délaisser puis passer à autre chose, mais peut-être, pourquoi pas, les premières journées puis les premières semaines. Puis j'aimerais aussi rajouter, dans le processus de deuil, c'est important aussi de prendre soin de soi.
Donc, de continuer à prendre soin de notre hygiène, de continuer à faire des sorties par rapport à ce qu'on aime. Maintenir une routine de vie saine, bien manger, aller voir des gens, sortir, faire des activités, aller travailler, respirer. Moi, je dirais méditer, prendre du temps pleine pour conscience. Soi. Ah oui, vraiment. Donc, c'est vraiment ce qui va nous aider à traverser le processus de deuil. Ce n'est pas de s'isoler et d'arrêter de vivre, nous aussi, finalement. C'est vraiment de poursuivre. De reconnaître ses émotions, oui, mais d'aller de l'avant. Oui. On peut aller se retourner aussi vers des psychologues. Oui. Vous pouvez venir cogner au Centre L'Empreinte du Bonheur si vous avez de l'aide aussi, des éducateurs spécialisés. Il y a vraiment beaucoup d'intervenants qui sont là pour vous épauler. Puis comme je disais, il y a beaucoup d'ateliers, de podcasts, il existe énormément plein de choses. Le deuil animalier, oui, il mérite d'être reconnu. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on devrait mettre beaucoup plus d'avant, faire de la prévention, de l'éducation dans ce sens-là. C'est vraiment une douleur qu'on peut pas, qui est légitime, là, on peut pas l'enlever. Puis, on constate que c'est une perte réelle. Il faut accueillir ça jusqu'au bout en zoothérapie et c'est ce qu'on fait en intervention. On vient vraiment, quand on rentre dans une chambre, en zoothérapie, parce que là, je veux vous apporter dans le contexte où est-ce qu'on vit ça. Quand on va dans des milieux en soins palliatifs, dans un hôpital, un CHSLD, parfois on rentre dans des milieux où est-ce que c'est parfois lourd. La mort, le deuil, c'est pas tout le monde qui le vit de la même manière. En zoothérapie, il faut apprendre à être très fort émotionnellement pour être capable d'être présent, puis de soutenir, puis d'accompagner les gens qui sont là, soit dans la chambre, avant, après, ou tout simplement la personne qui est inconsciente, qui est alitée, ou qui est toute seule, finalement. Je prends par exemple, moi, la première fois que je suis allée que j'ai vécu ça là, en soins palliatifs, la première fois toute seule, j'avais 2 chiens. Un chien que j'avais emprunté, que je connaissais puis connaissais pas. Ça fait à peu près 7 ans de ça, ça fait très longtemps. Et j'avais Willy, qui n'avait jamais fait du soin palliatif non plus. Puis quand je suis arrivée dans la chambre, je ne savais pas à quoi m'attendre vraiment. Je ne savais pas s'il allait y avoir des gens. Je ne savais pas si la personne allait être consciente. Je ne savais pas comment les chiens allaient trop réagir face à tout ça, puis face à l'émotion qu'on vit puis qu'on ressent finalement quand on rentre dans ces milieux-là. Mes chiens ont fait une job excellente. Les animaux ont un ressenti incroyable face à la mort, face à tout ce qui se passe spirituellement, OK? Puis, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, il y a vraiment quelque chose dans l'air, dans l'atmosphère et les animaux, l'énergie, les animaux le ressentent. Et moi, je savais pas trop, puis la personne était inconsciente. Donc là, j'ai quelqu'un qui ne parle pas. Elle est accompagnée, cette personne-là, d'un membre de la famille qui, lui, est en pleurs, okay, parce qu'il vit ça difficilement. Et toi, tu es là comme intervenant, puis tu dois faire le lien. C'est comme toi, là. Hein? On se rappelle de la triade, il y a le professionnel qui est formé, c'est moi. Il y a l'animal qui est formé aussi, mais que lui, là, c'est sa première fois. Puis il y a le client, là, on en a 2. La personne qui vit vraiment un deuil, puis il y a la personne qui traverse cette étape-là. Ouais. Donc, moi, ma mission, c'est de créer des réactions, d'accompagner la personne dans ce qu'elle vit. OK? Fait que j'essayais de créer des réactions. J'ai mis mon chien sur elle. Je l'ai couché. Je l'ai fait lécher des choses. Je l'ai fait bouger sur ses pattes, sur ses jambes, pardon. Pour constater à un moment donné que quand j'arrivais à différentes parties de son corps, je créais des réactions dans son corps aussi. Fait que là, on avait comme une réaction physique face à quelque chose que mon animal créait sur cette personne-là. C'était-tu de la douleur? C'était-tu une réaction parce que tu touches un nerf, ça bouge? C'était-tu comme un mouvement qui était comme décidé? C'était-tu... On le sait pas, on le saura jamais, mais on a créé des réactions. Et moi aussi, en tant qu'intervenant, je dois faire le pôle entre la personne endeuillée et l'autre personne qui traverse ça. Fait que, est-ce qu'il y a des choses qu'on veut dire en fin de vie à la personne? Est-ce qu'il y a des moments, des souvenirs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut se faire pardonner aussi? On devient comme la personne
dans le milieu spirituel, là, dans les hôpitaux, pas la pastorale, là, je pense à José Pereira, à Tedford, qu'on croise beaucoup. Mais on devient cette personne-là qui brise des tabous, qui vient créer des liens différemment. Puis parfois, on s'accroche à la spiritualité. Parfois, on veut aller chercher d'autres outils ou d'autres approches, comme la zoothérapie, pour vivre ces moments-là de fin de vie. Donc, c'est ça. On a vraiment travaillé avec cette personne-là, le processus de deuil face aux membres de la famille qui vivaient ça. On a créé des réactions aussi. Moi, j'ai été forte. Émotionnellement, j'ai été forte. Quand je suis sortie de là, pour la première fois, j'ai vécu 1 heure comme ça. Je suis arrivée dans mon char et j'ai braillé. La charge émotionnelle. Et ça nous fait vivre aussi, tu sais, comme tu sais, pour moi, avoir vécu comme les morts de chacun de mes grands-parents, tu sais, j'ai été présente pour 2 d'entre eux, que j'ai été là, que j'ai vu ce qui s'est passé. Bien, ça m'a remis dans tout ça, le contre-transfert, là, je l'ai eu. Le terme qu'on va utiliser en éducation spécialisée, hein, ça va vraiment être le phénomène de la 3e oreille, où est-ce qu'on va associer la situation de notre client à nous-mêmes. Moi, j'aime bien dire le transfert contre transfert, ça te choque, là. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais oui, le 3e œil, j'aime ça. 3e oreille. Oreille. Bref, les animaux ressentent aussi tout ça, hein? Cette énergie-là, les changements qui arrivent dans les états émotionnels des personnes. La proximité à la mort, ils la voient différemment, eux autres aussi, là. Vraiment. Puis si je peux faire du pouce un petit peu sur la situation, moi, j'ai vécu, en fait, ma première intervention en soins palliatifs avec toi durant mes stages, quand j'étais stagiaire en éducation spécialisée. Rappelle-moi. Oui. C'était tellement beau. Moi, j'ai pas été capable d'attendre à la fin de l'intervention. Je me suis revirée pour pleurer. OK. Moi, je m'en sais, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je m'en souviens, c'est vraiment un moment qui m'a marquée puis qui m'a aidée à me motiver aussi dans ma vie. Parce que la personne, c'était une personne, en fait, la personne qui était dans le processus de la mort, en fait, était encore consciente, était capable de nous parler, puis il y avait un membre de sa famille qui était totalement dos à lui, qui avait sa chaise vers la fenêtre, ne regardait pas du tout. En fait, c'était son père. Puis il y avait sa conjointe qui gardait le contact un petit peu avec la personnalité, en fait. Puis Magali posait la question au fils, parce qu'on voit qu'il vit très difficilement ce processus-là. Donc, il lui demande, est-ce que vous savez si votre père a peur de mourir? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est rendu là? Puis c'est un homme avec un grand nom, là, je dirais. Il a vraiment... il a été connu à l'international aussi. Ah oui, c'est un homme d'une entreprise d'ici, là, exactement, dans la région. Donc, c'était vraiment un grand homme. Puis... là, en fait, la famille ne savait pas s'il avait peur de mourir ou non. Donc, Magali, elle y va. Voyons, tu sais, je veux dire, c'est important que la personne sache. Oui, c'est... Qu'elle est en train de mourir. Je veux dire, moi, même si je suis malade, j'aimerais ça au moins qu'on me dise que, tu sais, je suis vieille, que je m'en vais vers là, j'ai-tu peur, je veux-tu être accompagnée, je veux savoir, là, tu sais, je veux dire, tout être humain a le droit d'être au courant de ce qui se passe avec lui. Avec son corps, c'est ça. Puis là, tout le monde de la famille était mal à l'aise. Tout le monde pleurait puis disait « Ouais, mais on sait pas comment il va réagir et tout. » Et là, bon, je me suis assise et il y a beaucoup de techniques en zoothérapie. Tu sais, je veux dire, on commence pas tout de suite en disant « Puis, avez-vous peur de mourir? » Ça va pas comme ça. L'animal va venir jouer un jeu. On va créer une relation avec l'animal. On va faire des tours. « Hey, mon animal, il vous aime, crime. Et c'est drôle qu'on soit ici avec vous. Savez-vous où vous êtes? Quel âge vous avez? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, crime? Vous avez eu une belle vie, OK? Mon petit chien, il est vieux, lui aussi. » Et là, moi, je commence toujours avec ça. Mon petit chien, il s'en vient vieux. Puis... j'ai peur un jour de le perdre. Vous voyez ça comment? Comme la mort, tu sais. Avez-vous peur de mourir? Et là, le monsieur... Le monsieur de répondre du tac au tac. Pas peur de mourir, moi, pas en tout. J'ai tellement été heureux toute ma vie que... n'a pas de problème, là. Aïe! Je me suis mis à pleurer. C'est là que je me suis retournée pour pleurer, verser quelque chose. Je trouvais ça tellement beau, puis
ça m'a aidé, comme je vous dis, dans ma vie, à me motiver, de me dire, OK, si, quand je vais être sur mon lit de mort, je veux être capable de me dire que j'ai été tellement heureuse dans ma vie que, genre, n'en aura pas de problème. Oui, puis ça, là, ben, moi, je l'ai pas vu que tu t'étais retournée pour pleurer, mais Jessica, ce qu'elle a vécu, c'était la gros, décharge émotionnelle, mais le groupe aussi, là, toute la famille dans la pièce, ça a fait comme un relâchement. C'est cool. Il est prêt à mourir, il s'en va là, puis tout le monde est correct avec ça. Tout le monde l'a accepté, finalement. Oui, puis aujourd'hui, on parle aussi de la mort assistée. Là. Oui, ben, on devient vraiment comme le dernier témoin, le dernier souffle. On accompagne les gens là, à travers tout ça, là, oui. Exact. Donc, quand les gens ils sont vraiment prêts, qui ont bien vécu leur vie, ou que l'animal aussi, hein, comme je parlais tantôt, j'ai une chienne de 16 ans et demi, elle a vraiment vécu une belle vie, elle était rendue là, finalement. Donc, ça se transmet un petit peu aussi pour les animaux. Mais ils sont là pour apaiser, rassurer, diminuer comme l'anxiété, vivre le moment présent. Les animaux, ils sont là vraiment. Là, moi, ça me rappelle, il y a une madame qu'on avait apporté le lapin, puis la madame était seule. Elle avait aucune famille. Puis, tu sais, je veux dire, à Saint-Roger, les amis, ils sont dans la même condition que toi, là. Fait que la madame était seule, puis j'avais apporté un lapin, puis la madame était branchée, puis les infirmiers m'avaient averti, en fait, qu'elle était en train de mourir. Puis moi, je suis allée, j'ai déposé mon petit lapin avec son accord sur sa poitrine, puis on respirait, puis on flattait le lapin ensemble. Puis la madame, ben, elle s'est mise à pleurer, tu sais, à un moment donné, puis elle m'expliquait qu'elle était toute seule. Je suis toute seule, puis je me sens toute seule. Et moi, je suis là, puis je suis presque rendue dans son lit, OK? Parce que moi, il y a une proximité. Il y a une proximité, il y a quelque chose, je trouve que... En fait, faut être professionnel, mais... C'est faire valoir la présence aussi, le support. On est là, ouais. Et je reste pas froide dans ce temps-là, je deviens... Puis moi, je suis très chaleureuse, je suis très hypersensible, la limite est mince entre qu'est-ce qui est professionnel puis qu'est-ce qui devient sympathique, finalement. Ouais. Mais dans ces moments-là, moi, la sympathie, je me dis, regarde, rendu là, c'est le dernier moment. Et je suis presque couchée dans le lit avec la madame, puis les deux, on regarde le lapin, et moi, je flatte les cheveux de la madame, puis je dis, mais vous êtes pas seule. Je suis là, moi. Puis mon petit lapin aussi. C'est tellement... des moments uniques, des moments que ces gens-là, premièrement, probablement qu'ils ils revivront pas, oui, mais c'est un soutien incomparable. C'est indescriptible ce qu'on vit. Le temps fige. C'est magique, le temps s'arrête, le temps fige, puis des fois, je suis comme, mon Dieu, il faut que j'aille voir une autre personne parce que j'ai une liste à faire. On sort de notre temps. Moi, le deuil, les gens en soins palliatifs, si je pouvais en faire pendant des journées complètes, aller à l'hôpital. Tu sais, moi, j'ai des formations en clown aussi. Je fais toutes sortes de choses. Vrai, mais si on pouvait rentrer dans les hôpitaux, même ici à Thetford, de voir beaucoup plus de clients à l'hôpital. Je pense que ça apporterait beaucoup de douceur, autant pour la personne vivant dans la situation que la famille. Puis même, je te dirais, les professionnels. Ah oui. Les professionnels autour, c'est ça. Ça devient un membre quasiment de la famille, finalement. Vraiment. Ouais. Oui. J'ai vécu aussi une chose, une belle fin de vie aussi avec un monsieur de la région, avec mon berger allemand, en fait, Sébastien. Oui. J'étais sur une unité dans un CHSLD et dans certains corridors, je me permets de détacher mon berger allemand. Il me suit. On rentre, on fait du chambre en chambre. On a des clients qu'on a sur notre liste. Et mon petit chien était sur son chariot. Et là, je vois mon prochain client. Puis là, je me dis, bon, viens-t'en, mon chien, on part. Puis c'est la prochaine chambre. Et là, j'arrive à la chambre et mon chien n'est plus en arrière de moi. Et là, je me dis, il suit toujours. Et le chien a rentré la chambre comme avant. Puis là, j'étais comme très surprise. Fait que là, moi, je rigole, puis je recule mon chariot, tu sais, avec mon buggy. Puis là, on est tout le temps sur des petits bancs qui roulent. Là. Fait que là, moi, j'arrive dans tout mon élan. Et là, je vois dans la chambre, un homme avec une autre personne alitée. Puis la personne est branchée.
sur les les respirateurs. Puis là, il y a mon berger allemand qui est déjà l'autre bord du lit. Puis lui, il essaye d'embarquer sur le lit avec sa patte. Puis là, je m'excuse, puis je rentre dans la chambre. Puis je suis comme, tu sais, au début, je suis surprise. Puis je dis, hey, salut. Puis finalement, mon état change vite. Fait que là, je m'excuse pour le chien. Et là, le monsieur Comte, non, tu peux pas comprendre. Mon père, il a toujours eu des bergers allemands. Fait que là, OK. Là, on va le laisser embarquer. Là, le monsieur, il veut le laisser embarquer. Fait que je dis, c'est bon, on va juste placer le lit, les couvertes, pour pas faire mal à la personne non plus. Fait que j'ai tout placé. Et là, mon berger allemand embarque sur la personne. Et là, la personne, c'est inconsciente, elle est alitée. Et là, elle est sur le respirateur. Et mon chien se couche sur son chest. Là. Puis il le regarde, là, tout branché. Puis là, le temps a arrêté encore. Puis il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, ben là, la personne qui est là, elle convient qu'elle a le souvenir. Puis là, mon père avait des bergers allemands, puis il faisait telle affaire, puis telle affaire. Puis mon Dieu, c'est donc ben beau, tu me permets de prendre une photo. Puis ben, quand il a appelé là, pour avoir son lunch, là, c'est ma mère, le traiteur. Ben, il en a parlé, OK? Qui avait vécu le plus beau moment avec sa fille incroyable. Avant que son père meure, OK? Dans la chambre. Puis c'était avec mon chien puis avec moi, tu sais. Fait que, à quel point juste ce moment-là a peut-être contribué au processus de deuil de cette personne-là, simplement par un petit moment de zoothérapie qui était imprévu, finalement, tu sais. Fait que ça me rend émotive, tout oui, aussi. Je sais, oui, Tantôt, on se fait à pleurer, c'est une émission quand même qu'on le fait dans la joie, mais on compte des affaires et c'est tellement beau ce qu'on vit. Que oui, il faut être fort émotionnellement, j'arrête pas de le dire, mais on sort de ces milieux-là, puis il faut s'en parler, il faut pleurer, il faut nous aussi l'écrire, ventiler, parce que la famille nous donne aussi des choses, puis que c'est beau. Puis, on peut peut-être parler maintenant un peu des signaux qui nous amènent un peu vers la guérison, qui nous disent un peu... OK, je me sens mieux, je fais un petit peu plus face, parce que des fois, on a de la misère à se repérer, comme, est-ce que mon deuil est fait finalement ou non? Comment je fais pour savoir que mon deuil est fait, tu sais? Oui. C'est vraiment de... Ben, en fait, quand on va discuter, en fait, peut-être de l'animal ou de la personne qui a perdu la vie, ben, on va être capable d'en parler avec un peu d'émotion, hein, comme on le fait. Hein, on en a mentionné beaucoup de nos partenaires, des gens qu'on a côtoyés. Donc, c'est vraiment capable d'en parler, sans forcément que les émotions viennent nous envahir. Ouais. Hein? Donc, on va être capable de... On devient la personne ressource vraiment pour connecter la personne. Ouais. Tu sais, comme à son deuil, à sa paix-là intérieure, en fait, finalement. Le rôle de l'intervenant aussi, c'est de savoir intervenir, mais savoir aussi quand se taire. Oui. Pas tout le temps de parler. Les moments de silence sont importants. Les moments de pleurs, les moments de douleur, de cris, parce qu'on a envie de toutes sortes de choses. Puis l'animal doit être habitué à ça aussi, à entendre crier, à entendre frapper. Il y a peut-être des choses qui vont se casser. Les gens vivent toutes sortes de choses. On préconise pas la violence, mais sous l'effet de l'émotion, puis quand on vit en deuil, les gens le vivent différemment. Fait que c'est d'être capable d'encadrer aussi les réactions des gens, de les accompagner, de les soutenir verbalement, symboliquement. C'est ça, de bien exprimer leurs émotions qui vient les accabler finalement. Oui, vraiment. Puis parfois, ça peut être justement la famille, la personne autour. C'est pas toujours comme la personne qui est endeuillée là, qu'on doit aider, en fait. Fait qu'il faut rester quand même très vigilant. Les animaux, eux autres aussi, ils perçoivent quand on n'est plus là, que la routine a changé, que... la perte d'un compagnon aussi. La perte d'un compagnon, que ce soit un autre animal. Moi, mon chien Willy, que vous connaissez, que j'arrête pas de parler, que vous avez vu dans l'autre émission, ben, dans le fait, Willy a vécu ça aussi. J'ai voulu faire vivre le processus de deuil à mon chien, aussi en zoothérapie, parce que mon chien appartenait à mon grand-père avant. Et mon grand-père est rentré dans un CHSLD, mon chien avait 2-3 ans, je dois l'avoir dit. Mais à un moment donné, ben, mon grand-père, il vieillit, on allait le voir chaque semaine ou chaque quasiment journée, des fois 2-3 fois par semaine, on allait là parce qu'on était dans la même bâtisse que lui parfois. Je passais du temps, fait qu'il voyait tout le temps son chien. Quand mon grand-père est décédé, le chien, là, ben, il fallait quand même retourner dans ce milieu-là. Il fallait quand même retourner dans cette chambre-là, peut-être avec une autre personne. Fait il a fallu que je retourne dans ce milieu-là. Il a fallu que, premièrement, j'ai décidé d'apporter mon chien
à l'enterrement de mon grand-père. Aux funérailles, j'ai voulu que mon chien voie que mon grand-père était décédé, qu'il prenne conscience qu'il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus d'émotion, le cœur bat plus, il est inapte parce qu'ils ressentent ça aussi, les animaux, tu sais. Et mon chien, c'est drôle parce que je l'avais mis sur mon grand-père et pas sur sa face, mais sur son ventre et il s'était déplacé jusqu'à son visage pour le sentir, OK? Pour constater lui-même. Puis c'est drôle parce que quand on a fait le cortège pour aller jusqu'à, mettons, à l'église, qui est comme dans la même bâtisse, là, ben le chien suivait la tombe. Puis moi, j'attendais en arrière, tu sais, comme les petits-enfants passent tout le temps en arrière. Et mon chien, ben il suivait le cortège. Puis il s'est en allé comme ça jusque devant l'hôtel, puis il s'est assis, puis il attendait jusqu'à temps qu'il me voit rentrer moi aussi, puis m'asseoir, puis qu'il est venu me rejoindre, tu sais. Mais c'était lui aussi sa façon de... C'est beau, hein? Sa façon de vivre ce processus-là aussi. Fait que quand on est retourné dans les milieux, ben c'est drôle parce qu'au début, moi, je pensais qu'il allait vouloir comme tout de suite aller dans cette chambre-là. Puis finalement, non. C'était comme... On dirait que lui, c'était comme clair qu'il était plus là, puis que... il y avait quelque chose d'autre. Là. C'était vraiment beau. C'est vraiment beau. Ouais. C'est beau, hein? Fait que c'est ça. Parfois, ils veulent rechercher des personnes disparues, un peu comme le film Hachi aussi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le film Hachi où est-ce que le chien il reste là pendant des journées jusqu'à temps qu'il meure. Parce que son propriétaire. Ouais. C'est ça. En fait, la zoothérapie, c'est pas vraiment... La mort, on considère ça pas vraiment comme un passage, plus comme la vie en soi. Ça nous rappelle que les animaux nous apprennent vraiment à aimer d'une façon pure. Ouais. Et profonde. C'est tout en émotion qu'on termine cet épisode de Zoothérapeutiquement atypique. On se voit une prochaine fois. Bye bye!